Но они отработали контракт свой, с честью отработали, с достоинством. А если завтра здесь войны не будет, им в Африку надо ехать. И там отстаивать rусские интересы. L'homme que vous venez de voir se nomme Evgeny Prigojine. Il est le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, ce qu'on appelle généralement une SMP, une société militaire privée. Wagner abrite entre autres un réseau de mercenaires ayant pour la plupart des origines slaves. Wagner a officiellement commencé ses activités en 2014, à l'est du Donbass, en Ukraine. Depuis 2018, il s'est installé en République centrafricaine pour endiguer les différentes rébellions qui asphyxient le pays. Wagner est aussi présent dans d'autres pays africains, notamment au Mali, où ils ont pris la place des forces françaises à la demande du pouvoir en place. Aujourd'hui, le groupe Wagner défraie la chronique. Les plus jeunes pourraient même penser qu'ils sont les pionniers du mercenariat en Afrique. Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viol et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié par des rapports successifs des Nations Unies et d'ONG. C'est ça le groupe Wagner. Pourtant, ce sont dans les années 60-70 que le mercenariat en Afrique atteint son âge d'or, et cette fois-là avec d'autres acteurs qui ne sont pas d'origine russe. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la pratique du mercenariat en Afrique, de la colonisation jusqu'à son âge d'or. Bienvenue dans cette première édition de l'Histoire de votre actu, l'émission qui traite de l'histoire de votre actualité. Alors, avant de plonger dans le cœur de notre épisode, peut-être faudrait-il que je vous explique ce qu'est un mercenaire. Selon l'ONU, le mercenaire est toute personne spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé. Il prend une part directe au combat et ce en vue d'obtenir un avantage personnel ou en échange d'une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées. Il n'est ni ressortissant, ni résident, ni membre d'une force armée d'une des deux parties en conflit et n'a pas été officiellement envoyé par un État. Le mercenaire se distingue donc du volontaire international qui, lui, quitte son pays d'origine ou de résidence pour prendre part à un conflit armé à l'étranger en vertu d'une décision personnelle, sans y être envoyé par son gouvernement et sans avoir pour motivation principale l'espoir d'un gain matériel. Dès la fin du 19e siècle, l'Afrique réunit tous les ingrédients pour permettre l'épanouissement des mercenaires. Les premiers Européens qui parcourent l'Afrique découvrent une terre remplie de promesses, richesse du sous-sol et abondance de produits agricoles. Les États européens décident alors de se partager ce continent pour construire leurs empires. C'est la période coloniale et certains États n'hésitent pas à faire appel à des mercenaires pour étendre leur influence. Le Portugal en est un bon exemple. Le Mozambique est une de ses colonies. Vers 1882, pour mater certaines révoltes qui y ont lieu, il fait appel au service de Manuel Antonio da Souza, un riche homme d'affaires portugais de Goa et propriétaire d'une grande concession au Mozambique. Riche homme d'affaires, ça me rappelle un certain Evgeny Prigojine. Bref, au Mozambique, Manuel Antonio de Souza et sa milice privée composée de plus de 5000 mercenaires combattent pour les intérêts de la couronne portugaise et écrasent tout sur leur passage. Abdoul Ndiaye est un autre mercenaire très connu qui me vient à l'esprit. Abdoul Ndiaye est un mercenaire d'origine sénégalaise qui va servir la couronne portugaise lors de ses conquêtes militaires en Guinée-Bissau vers la fin du 19e siècle
et ses campagnes de pacification au début du XXe siècle. De 1912 à 1915, c'est dans le sang qu'il met à genoux les Mandjanks, les Balantes et les Papels, des tribus qui luttent pour leur souveraineté depuis l'arrivée des Portugais. En guise de remerciement pour sa participation à la conquête de la Guinée-Bissau, le Portugal le nomme chef d'Oio, une région située en Guinée-Bissau. Il deviendra plus tard l'ennemi de ce même Portugal. Les mercenaires qui ont participé aux campagnes coloniales en Afrique, comme vous pouvez le deviner, il y en a une panoplie. Malheureusement, je ne pourrais pas tous les citer en un seul épisode au risque de vous endormir, l'objectif étant de revenir seulement sur les plus célèbres. Alors, passons au tome suivant. Qui dit colonisation dit décolonisation. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde colonial est en plein écroulement. Vers la fin des années 50 et le début des années 60, certaines colonies britanniques, belges ou françaises obtiennent leurs indépendances. Des indépendances qui ont été accordées au prix de lourdes pertes humaines. On aurait cru qu'une fois indépendantes, les nouvelles nations africaines se construiraient sereinement. Mais cette indépendance est une chimère. Les anciennes puissances colonisatrices ne souhaitent pas renoncer aux richesses qu'elles exploitent, ni abandonner l'influence qu'elles ont sur le continent africain. Dans quelques pays africains, les guerres de décolonisation se poursuivent, même après les déclarations d'indépendance. En arrière-plan de ces guerres de décolonisation, deux géants s'affrontent, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, réputé communiste, est dirigé par l'URSS. Quant au bloc de l'Ouest, il a à sa tête les USA. Chaque bloc a des alliés. C'est la fameuse guerre froide. C'est dans ce contexte de décolonisation et de guerre froide que l'épopée des mercenaires atteint son âge d'or. Le Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, année 1960. Je veux qu'à ce moment précis, vous vous imaginiez au Congo belge. Depuis le 16 juillet 1960, une violente révolte a éclaté au sein de la force armée congolaise. Les militaires congolais ne veulent plus de leur chef et officiers belges. Ils se lancent dans des pillages et des violences à travers le pays. La Belgique décide alors d'évacuer ses ressortissants restés au Congo, car les civils belges sont devenus la cible de la révolte. Cette révolte se produit seulement 5 jours après que le roi belge ait officiellement proclamé l'indépendance du Congo. Je vous dis bien 5 jours. Le premier ministre Patrice Lumumba et le président Joseph Kasavubu ont du mal à contenir cette crise. Ce n'est que depuis juin 1960 qu'ils sont officiellement entrés dans leurs fonctions respectives. Et ils sont bien loin d'imaginer qu'une autre crise bien plus grande va faire basculer leur nouvelle nation dans l'anarchie, le sang et les larmes. Le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, le président régional de la province du Katanga, fait sécession. Il veut fonder l'État du Katanga et se détacher totalement du reste du Congo. À cette époque, le Congo est composé de 6 provinces, le Katanga étant l'une d'entre elles. Patrice Lumumba réclame immédiatement le retour de la province du Katanga dans l'ensemble du Congo. Mais Moïse Tshombe ne l'entend pas de cette oreille. Ne disposant que d'une armée embryonnaire, ou devrais-je dire d'une gendarmerie d'à peine 350 hommes, il fait appel à des mercenaires pour se préparer à la riposte des troupes de Patrice Lumumba, des casques bleus de l'ONU et des milices de Baluba situées dans le nord du Katanga. Car la tribu Baluba du nord du Katanga s'oppose farouchement à la sécession. Moïse Tshombe est soutenu officieusement par la Belgique qui protège ses intérêts miniers au Katanga. Ah, je ne vous l'ai pas dit. Le sol katangais est riche en cuivre, en cobalt et j'en passe. À tel point que dès que tes pieds foulent le Katanga, c'est l'odeur du cuivre qui t'accueille. Bon, je suis plaisante. D'ailleurs, petite anecdote, l'uranium du Katanga a été utilisé par les Américains pour fabriquer la bombe atomique qui a pulvérisé la ville d'Hiroshima au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, revenons à notre histoire. L'Union minière du Haut-Katanga, entreprise belge qui exploite les mines katangaises depuis le XXe siècle, finance les opérations militaires de Moïse Tshombe. De l'autre côté, Bruxelles facilite le recrutement et la circulation des mercenaires vers le Katanga.
C'est donc comme cela que des mercenaires belges vont se retrouver au Katanga. Dès le printemps 1961, la gendarmerie katangaise compte environ 655 blancs dans son encadrement. 220 d'entre eux sont officiellement mandatés par la Belgique sous couvert de coopération. Les autres blancs sont des mercenaires. Le colonel Roger Trincrier, vétéran français, ancien combattant d'Indochine, est à la tête de ce beau monde. Il sera plus tard remplacé par le mercenaire français Roger Folks. Alors, la question qui taraude certainement votre esprit doit être la suivante. Mais comment est-ce que des mercenaires français ont atterri dans cette histoire? Bon, c'est simple. Peu après la sécession du Katanga, certains milieux politiques français suggèrent d'offrir à Moïse Tshombe une assistance officieuse. N'oubliez pas que nous sommes en pleine guerre froide et un grand jeu anticommuniste se développe en Afrique. Patrice Lumumba, avec ses idées révolutionnaires, est perçu comme étant un communiste. Pour les politiques françaises, belges et même américaines, il faut à tout prix affaiblir le gouvernement de ce Lumumba. Il est de plus en plus gênant. Des émissaires de Moïse Tshombe vont solliciter les services de Roger Trincrier. C'est ainsi que Pierre Mesmer, le ministre des Armées du général de Gaulle, va officieusement approuver le départ de Roger Trincrier au Katanga. C'est dans ce climat bouillant et explosif que Robert Denard, dit Bob Denard, va faire son apparition. Il débarque au Katanga avec le concours de milieux activistes anticommunistes liés officieusement à l'armée française. Anticommuniste, ancien sous-officier de la marine française, soldat indépendant et nouvellement mercenaire, il combat aux côtés de mercenaires tels que le belge Jean Schramm, l'irlandais Mike Hoare et des mercenaires d'Afrique australe. Parmi cette bande de mercenaires, ce sont les Français qui jouissent d'une autorité et supériorité professionnelle incontestée à cause des enseignements qu'ils ont tirés durant les guerres d'Indochine et d'Algérie. Raison pour laquelle les mercenaires français ont pour rôle principal l'encadrement et la formation militaire des troupes de Moïse Tshombe. Au retour de leurs différentes batailles, les mercenaires sont très souvent couverts de poussière et de cambouis, les vêtements déchirés et le visage boursouflé par les piqûres d'insectes. Face à cet état physique impressionnant, la population belge restée au Katanga les surnomme les affreux. Ce surnom va d'ailleurs devenir très populaire et va finir par être utilisé pour désigner tous les mercenaires de cette période. Le bilan de la guerre de sécession du Katanga est catastrophique. Carnage tribaux, exactions militaires, assassinat de Patrice Lumumba. Ah oui, le trop gênant Patrice Lumumba est assassiné. La CIA, quelques mercenaires, Moïse Tshombe et d'autres acteurs sont impliqués dans cet assassinat. Après la chute de Moïse Tshombe, certains de ces mercenaires passent au service du général Mobutu Sese Seko. Bob Denard, lui, va passer au service de Mobutu avec l'accord tacite de la France. Accord tacite signifie qu'il a reçu le feu orange des autorités françaises, c'est-à-dire qu'il n'a pas officiellement reçu le feu vert. Allez, tu peux y aller. Et il n'a non plus reçu de feu rouge. Non, n'y va pas. Alors, Bob Denard. Sa carrière de mercenaire est lancée après son passage au Katanga. On ne va pas couvrir toutes ces opérations dans cet épisode, mais je peux vous assurer que le type a fait presque toutes les guerres. Des chefs d'État africains et les services secrets français font régulièrement appel à lui. Il devient l'expert et le consultant par excellence de la France-Afrique. Vous voulez renverser le régime d'un chef d'État africain? Bob Denard court à votre rescousse. 1967, avec Jean Schramm, ils se soulèvent contre leur ancien employeur, le président Mobutu. 1968, Bob Denard monte une opération pour livrer des armes au Biafra. 1970, installé au Gabon par le président Omar Bongo, il forme les troupes du président. 1977, tentative de coup d'État ratée au Bénin, Bob Denard est aux commandes. Cette tentative de coup d'État au Bénin est un véritable fiasco. Bob Denard et ses mercenaires sont chargés de renverser le régime de Mathieu Kirego. Ils ne réussissent pas leur coup. Lors de leur fuite du Bénin, Bob Denard oublie sur le tarmac une cantine qui contient tous les détails du complot.
dans cette cantine, il y avait son vrai faux passeport au nom de Gilbert Bourgeot. Il y aurait aussi eu des informations prouvant, tenez-vous bien, l'implication du président Omar Bongo, du président Gnassingbé Eyadema du Togo, du roi Hassan II du Maroc et de Régnier Djourniac, le conseiller du président Valéry Giscard d'Estaing pour les affaires africaines. Aïe aïe aïe. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est dans l'archipel des Comores que Bob Denard va établir son fief. Il devient alors le sultan blanc des Comores. En 1978, Bob Denard revient aux Comores avec l'aval de la France. La mission est claire. Il faut renverser le président comorien Ali Souali, dont la politique est jugée trop révolutionnaire et marxiste par les politiques françaises. Situés entre Madagascar et la côte africaine, les Comores ne sont pas un terrain étranger pour Bob Denard. Il y a été 3 ans plus tôt pour renverser le président de l'époque, un certain Ahmed Abdallah, et mettre Ali Souali au pouvoir. Cette fois-ci, il doit défaire ce qu'il a fait il y a 3 ans. L'opération Atlantide est enclenchée. Les hommes de Bob Denard se lancent à l'assaut du palais présidentiel. Des coups de feu claquent et 2 soldats de Swahili s'écroulent. Les autres sentinelles ne résistent pas. Ali Souali est fait prisonnier. Peu après, il est abattu. La population comorienne accueille Bob Denard comme un sauveur. Elle est enfin libérée du régime oppressant d'Ali Souali. Bob Denard remet Ahmed Abdallah au pouvoir. Mais Ahmed Abdallah n'est qu'une marionnette, car c'est Denard qui officieusement dirige les Comores, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Il étouffe toute tentative de coup d'État contre le président Abdallah, fait des investissements dans l'archipel et crée une garde présidentielle dont il prend ensuite le commandement. En 1989, Ahmed Abdallah est éliminé dans des circonstances mystérieuses. Tous les soupçons convergent vers Bob Denard. Au cœur de multiples conflits, ces hommes élus s'exfiltrent en catastrophe vers l'Afrique du Sud. Bob Denard tente un ultime retour aux Comores vers 1995. Entouré de ses fidèles, il chasse le nouveau président des Comores, un certain Saïd Mohamed Johor. Mais les temps ont changé. La France ne semble plus pouvoir accepter ces coups de force. Arrivés à Moroni, la capitale des Comores, les soldats français lancent une attaque contre ces hommes et lui. Ils sont arrêtés et ramenés à Paris. Denard est jeté en prison où il reste jusqu'en juillet 1996. Alors, le mercenariat en Afrique, interdit ou pas? Quel est le bilan? Certains historiens comme Walter Bruyer Hostels tiennent les mercenaires responsables de la production du sous-développement en Afrique. D'après Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l'ONU, les activités de mercenaires sapent l'état de droit, perpétuent l'impunité et encouragent l'exploitation illégale et inéquitable des ressources naturelles d'un pays. Les conflits qui ont déstabilisé le continent africain autour des années 60 et 70 poussent certaines organisations internationales et continentales à établir des lois pour encadrer les guerres et éliminer le mercenariat. En 1977, c'est l'OUA qui initie une convention sur l'élimination du mercenariat en Afrique. En 1989, c'est au tour de l'ONU d'adopter une convention internationale contre tout recrutement, utilisation, financement et formation des mercenaires. Pour l'instant, seuls quelques pays africains ont adhéré à la convention de l'ONU. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de l'histoire de votre actu. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, j'attends vos feedbacks tant sur le format de l'épisode que sur le fond, c'est-à-dire le thème. Aimez et partagez la vidéo autour de vous. C'est vraiment important car chaque partage, chaque commentaire, chaque mention j'aime font grandir la chaîne. Avec vous, j'aimerais fonder dans le futur une grande communauté. On se dit à la prochaine. Ciao.